Alexandre Yachine, bonjour. Bonjour Laurence Bottero. Vous êtes le directeur général de la Fondation de la mer. Alors Alexandre, si je vous dis il y a des records du monde que l'on ne devrait jamais battre, c'est le slogan que vous avez initié avec la campagne de sensibilisation durant les Jeux Olympiques, et c'était pour alerter le grand public justement sur l'état de l'océan et l'état de la mer et de la biodiversité. Un peu plus tôt, vous aviez également sorti un rapport sur les grands fonds marins et qui dresse une série de recommandations, alors pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Dans ces séries de recommandations, un peu comme on le disait en introduction avec Rémi Parmentier tout à l'heure, il y a le rôle et en tout cas les idées qui peuvent émerger de la société civile. C'est aussi pour vous une cible prioritaire pour de les alerter sur ces championnats, en tout cas ces chiffres que l'on ne voudrait jamais être les leaders. Mais bien sûr, l'océan, et nous en sommes convaincus si nous sommes ici aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de toute l'humanité, tout simplement parce que c'est la majeure partie de la planète, c'est l'origine de la vie, c'est l'avenir de la vie, et il en va de la survie de l'humanité. J'aime bien la baseline du Nice Climate Summit, protéger l'océan, sauvegarder l'humanité, c'est bien de ça dont il s'agit. On a choisi de s'engager assez fortement, effectivement, à l'occasion des Jeux Olympiques. Et on a eu une fête extraordinaire au moment des Jeux Olympiques qui a été célébrée par le monde entier, les 5 continents qui se sont réunis, unis par le sport et les 5 anneaux olympiques. Mais ce qui nous unit aussi tous, ce n'est pas que le sport. Ce qui nous relie, c'est bien l'océan, les 5 continents. Et on a voulu prendre la parole d'une manière assez forte, d'abord pour alerter, mais toujours parce que c'est vraiment notre ADN, avec un message d'espoir. Nous, on aime bien voir le verre à moitié plein, parce que sans ça, on ne s'engage pas. Et le but, c'est bien de pouvoir passer à l'action. Mais pour ça, il faut avoir compris la manière dont on est rejoint par ces enjeux et la manière dont on peut s'engager. C'était tout l'objet de notre campagne, mais c'est aussi d'ailleurs la mission de la Fondation de la mer. La mission de la Fondation de la mer, si je devais la résumer, c'est des outils pour comprendre et des outils pour agir. Avec un réseau d'acteurs qui se mobilisent sur le terrain, mais aussi tous les publics qui sont appelés à devenir, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, des acteurs de la protection de l'océan. Et pour ce faire, il faut nous donner les moyens d'agir. Donc, la Fondation de la mer, dans le cadre des JO, a lancé cette campagne très forte pour mobiliser, et pour mobiliser tous les publics. Il y a des records du monde qu'on ne devrait jamais battre. Hélas, l'océan bat chaque année un nouveau record de hausse de température, d'acidification, de pollution, de surpêche et de destruction des ressources marines. Est-ce qu'on peut encore agir? Oui. Est-ce qu'on connaît les conséquences de la non-action? Oui. Est-ce que parfois, en dépit de la conscience qui est la nôtre, de l'impact de notre action en mer ou à terre, on agit tout de même et à mauvais escient? Malheureusement, oui. Il y a une vraie question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on veut reproduire en mer les erreurs qu'on a commises à terre? Tous ici, nous en sommes convaincus. On ne peut pas se le permettre. J'aimais beaucoup Rémi Parmentier tout à l'heure qui citait le Titanic. Bon, le Titanic aujourd'hui, il gît par 3800 mètres de fond. C'est la profondeur moyenne de l'océan. La vie, elle est née dans l'océan. On n'a pas très envie que notre vie, à nous, y retourne à brève échéance. Mais c'est vraiment ça l'enjeu. Alors, vous citiez les grands fonds marins. Oui. Excellent exemple. On sait qu'il y a beaucoup d'espoir dans les grands fonds marins. Oui, excellent exemple. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On sait pertinemment, parce que tous les scientifiques sont à peu près unanimes, que exploiter les ressources, notamment minières, dans les grands fonds marins, aujourd'hui, en l'état des connaissances, en l'état de l'art, ça aura des conséquences irréversibles sur la biodiversité et sur toute la colonne d'eau. Je vais tout petit peu étayer ça parce que c'est un excellent exemple. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. De quoi parle-t-on? Pourquoi les grands fonds marins, ils attisent les convoitises? Bon. D'abord, de quoi parle-t-on? Les grands fonds marins, la plupart du temps, on parle des fonds marins qui sont en deçà de 1000 mètres de profondeur. Une zone qu'on dit aphotique, c'est-à-dire qu'il y a 99,9% de la lumière qui ne passe pas. Donc on est dans le noir quasi total et complet. Bon. Une zone qui est très stable. C'est l'environnement le plus stable de la planète. Il fait 4 degrés,
très stable en salinité, en pression. Et dans ces grands fonds marins, il y a des écosystèmes qui ont une concentration, notamment en terre et métaux rares, qui est plus forte que ce qu'on peut trouver à terre, et notamment dans les mines à terre. Bon, or, les terres et métaux rares, on en a besoin, notamment pour la transition énergétique, on en a besoin pour tous les appareils technologiques, bien sûr. Et donc, un certain nombre d'industriels, et notamment une entreprise canadienne, The Metal Company, veulent, en dépit de tout ce que peuvent nous dire les scientifiques, aller exploiter ces fonds marins pour en tirer tout ce qu'il y a en terre et métaux rares. Bon. 2 secondes, de quoi parle-t-on d'un point de vue juridique? Il y a, pour les grands fonds marins, tout ce qui relève des zones économiques exclusives de chaque État. Nous, la France, on a une responsabilité particulière. Je ne vais pas revenir sur le fait que nous avons le premier espace maritime au monde où, on peut débattre, avoir ce débat juridique avec les États-Unis, mais ils n'ont jamais ratifié Montego Bay. Donc moi, ça me va très bien de dire qu'on a la première ZEE du monde. Mais en termes de grands fonds marins, là, il n'y a pas de débat. En termes de surface de grands fonds marins, tout ce qui est en deçà de 1000 mètres, nous sommes le premier pays au monde, 9,5 millions de kilomètres carrés. Donc, dans les États, dans les zones économiques exclusives, ce qui relève de la juridiction des États, chaque État est souverain et a la liberté ou pas d'aller exploiter ces fonds marins, avec les conséquences que l'on sait. Pas simplement pour lui. Il n'y a pas de frontière dans l'océan, si jamais on n'avait pas compris. Bon. S'agissant de la haute mer, il y a un organisme qui dépend de l'ONU, qui dépend de la Convention de Montego Bay, qui est l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, qui est un organisme totalement conflicté, parce qu'il se finance sur les concessions, les permis d'exploitation qu'il peut délivrer à des États en haute mer. Il y a eu un changement de gouvernance, mais tout n'est pas réglé. Le mode de financement de l'AIFM fait que l'organisme en tant que tel est conflicté. Et alors qu'il y a une négociation en ce moment pour arriver à un code minier, parce qu'il y avait cette obligation, voilà. Les pays, 32 États qui demandent un moratoire, trouvent devant eux d'abord des États qui ne l'entendent pas de cette oreille, même dans l'Union européenne. En janvier dernier, l'Union européenne a voté un engagement pour un moratoire sur l'exploitation des fonds marins. Bon, on voit que l'Allemagne et la Belgique ne l'entendent pas de cette oreille. Et que là où nous, avec l'Ifremer, on veut aller explorer, eux, ils entendent bien exploiter. Avec des conséquences dramatiques sur toute la colonne d'eau, parce que quand on parle d'une concentration plus forte, c'est quoi? C'est 4, 5 de plus de terres et métaux rares à la tonne de roches qu'on peut peut-être trouver dans les fonds marins. Bon. Mais sur le gallium, pour le gallium, il faut 50 tonnes de roches à terre. 50 tonnes de roches pour pouvoir avoir 1 kilo de gallium. Alors, je veux bien qu'il n'en faille que 10 tonnes si on va forer les grands fonds marins. Mais vous imaginez, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller extraire 10 tonnes de roches des fonds marins à 1000 mètres de profondeur. On se demande comment. On va, sur un navire-usine, trier. On va maintenir, garder pour soi les terres et métaux rares. Et après, qu'est-ce qu'on va faire des roches? On va les remettre, on va les réinjecter dans les fonds marins. Ça illustre tout à fait ce que vous disiez. On ne veut pas faire dans la mer ce que l'on a fait sur Terre. Et on est en train, en toute conscience, de faire exactement les mêmes erreurs et pire. Tout à l'heure, Rémi Parmentier s'adressait beaucoup aux entreprises. Alors, elles font partie effectivement de la société civile, mais les entreprises, comment est-ce que vous travaillez peut-être avec elles? Comment vous les éduquez aussi? Alors, on travaille avec tout le monde et on travaille évidemment avec les entreprises. Mais quelle drôle vision du monde que celle qui consiste à croire qu'on peut, à l'échelle internationale, changer les choses en excluant complètement le secteur privé et les entreprises. Alors, je sais que c'est peut-être très onusien, parfois, mais enfin, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. C'est pas la vraie vie, oui. C'est pas la vraie vie. Moi, vous parliez de l'UNOC 2 qui avait lieu à Lisbonne, j'y étais, on avait un débat sur les plastiques. Il y avait plein de diplomates qui parlaient du plastique, pas un industriel.
Mais c'est simplement pas ainsi que le monde fonctionne. Donc, sur les grands fonds marins, nous, on a étroitement associé les entreprises, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est vrai, les besoins en terres et métaux rares, ils sont réels. Exactement. Je prends cet exemple et je tire le fil. Ils sont réels. Nous, on conteste les trajectoires qui ont été présentées par certains industriels parce qu'ils ont présenté une trajectoire linéaire. Or, les terres et métaux rares, s'ils sont rares, c'est qu'ils sont chers. Et nous pensons justement qu'en fait, la trajectoire n'est pas linéaire. Si on fait 5 fois plus de voitures électriques, on n'aura pas besoin de 5 fois plus de terres et métaux rares. Parce que l'innovation, la technologie, la productivité va permettre de diminuer le besoin en ces ressources qui sont par définition très chères, et si on va les chercher dans les fonds marins, qui seront encore beaucoup plus chers. Donc on conteste un peu ça. Mais une fois qu'on a dit tout ça, comment faire? Nous, on a développé un concept en associant les entreprises qu'on a appelé la mine urbaine. On a tous, je suis convaincu que tous, nous avons des téléphones, des vieux ordinateurs qui dorment dans nos placards. Ils regorgent de terres et métaux rares. On a une opportunité pour que la France et l'Europe deviennent leaders en recyclage des terres et métaux rares qui sont dans ces appareils. Ça ne va pas être facile parce qu'ils n'ont pas été pensés pour ça. Et ça ne va pas être facile parce qu'il va falloir aussi une dimension juridique pour imposer à l'avenir l'éco-conception. Mais plus largement, pour mobiliser les entreprises, ce qui nous tient vraiment beaucoup à cœur à la Fondation de la Mer, on a développé des outils qui permettent à n'importe quelle entreprise, quel que soit son secteur, quelle que soit sa taille, de pouvoir très simplement, immédiatement, ce sont des traductions opérationnelles de l'ODE 14. Et l'UNOC, c'est la conférence de l'ODE 14. Tout à fait. Très simplement, sans créer de nouveaux indicateurs, révéler son lien à l'océan, identifier son impact, et du coup, ses moyens d'action, les leviers, pour pouvoir non seulement l'intégrer à sa gouvernance, mais après devenir vraiment actrice. Je voudrais vous interroger aussi sur la pêche illégale et la pêche non réglementée, non déclarée. Vous estimez que certains trafics, en tout cas, c'est la méthode Al Capone. J'aime bien aussi ce côté provocateur. C'est quoi la méthode Al Capone sur la pêche? Alors, je vais un tout petit peu spoiler le rapport qu'on va dévoiler le 7 novembre prochain. Juste quelques oui, éléments. Non, mais quelques mots. Bon, de quoi parle-t-on? La mer, on a besoin des ressources marines. Il ne s'agit pas de mettre l'océan sous cloche. Pas du tout la vocation et l'initiative de la Fondation de la Mer de dire on veut mettre l'océan sous cloche. Ce qu'on veut, c'est protéger l'océan, mais aussi assurer sa gestion durable. Bon. L'océan, et notamment dans les fonds marins, c'est l'avenir de la médecine. C'est une certitude. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Certitude. Absolument. Mais on a aussi, bien sûr, besoin des ressources, y compris halieutiques, pour pouvoir nourrir l'humanité. Il y a 3,3 milliards de personnes qui dépendent de l'océan comme une source de protéines absolument essentielle. Bon. 80 millions de tonnes de poissons pêchés chaque année selon la FAO. Sur ces 80 millions de tonnes, il y en a, alors on ne sait pas exactement, parce que par définition, une pêche illégale, on dit INN, illégale, non réglementée, non déclarée. Par définition, on ne la connaît pas très bien, mais on estime qu'il y en a 20% qui passent à travers les mailles du filet. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que ça pose un problème pour la durabilité de la ressource, et donc un problème pour pouvoir durablement nourrir l'humanité et assurer un avenir à nos pêcheurs. S'il n'y a plus de stock, il n'y a plus de pêcheurs. Il y a plus de pêcheurs. Et les stocks, après la Seconde Guerre mondiale, on a, au niveau mondial, réglementé la pêche. Ce n'est pas pour casser les pieds des pêcheurs. Nous, on veut mettre les pêcheurs au centre. Et donc, il faut pouvoir lutter contre toutes ces filières qui sont des filières mafieuses, avec des enjeux qui sont évidemment écologiques, mais aussi humains, sociaux, parce qu'il y a de l'esclavagisme moderne, il y a des équipages qui n'ont pas touché terre pendant plusieurs années. Comment faire? Par définition, puisque c'est une pêche qu'on ne connaît pas, qui est fantôme, il faut faire comme avec Al Capone. Al Capone, il est tombé pour ses problèmes fiscaux, et donc avec des chemins de traverse, des moyens indirects, nous cherchons à identifier, à suivre le poisson, à suivre la pêche illégale en cherchant les équipages, les navires, les poissons qui sont perdus. Et on a développé, et ça sera révélé le 7 novembre, 89 préconisations pour pouvoir lutter au niveau mondial, et ça sera évidemment à l'agenda de l'UNOC, contre ce fléau de la pêche INN. Alors peut-être sans continuer à spoiler, mais dans quelques instants, il sera question de la bataille du corail. Et effectivement, tout à l'heure, un petit peu plus tard, je recevrai Rosa Liman, qui a écrit un livre et qui est la fondatrice de No More Plastic. Sur ces deux sujets, le corail, le plastique, c'est quoi vos préconisations?
brièvement, sur le plastique, notre monde est devenu une plastisphère. Aujourd'hui, nous, vous, moi, nous tous, du plastique, on en mange, on en boit, on en respire. Donc il ne s'agit pas simplement de la protection des fonds marins, il s'agit de notre survie, de notre santé, parce qu'on sait les effets dévastateurs et de plus en plus que le plastique produit sur notre santé à nous, évidemment sur les fonds marins. Bon. 100 000 mammifères qui meurent chaque année, 10 millions d'oiseaux, enfin, c'est une catastrophe. Que faire? Bon, c'est un problème systémique. Donc il faut avoir une approche systémique pour y répondre. Avant tout, il faut évidemment diminuer la production et la consommation mondiale de plastique. Vous savez que dans le monde, on consomme par an et par habitant en moyenne 60 kilos par an et par habitant. Mais en fait, c'est très différent en fonction des États ou des continents. Aux États-Unis, c'est 250 kilos par an et par habitant. Nous, en Europe, 120 kilos. En Chine, 66. Afrique subsaharienne, 30. Mais il va y avoir un effet rattrapage de tous les pays du Sud. Donc on voit bien qu'on est sur une courbe qui est exponentielle. Mais nous, on a démontré que si toutes les feuilles de route industrielles, si toute la législation en Europe était appliquée, on pouvait diminuer par 2 la consommation par an et par habitant de plastique en Europe. Et après, bien sûr, il y a des négociations qui ont cours en ce moment. On espère, dernier cycle à Busan, en Corée, pour pouvoir parvenir à cet instrument contraignant, mais qui soit le plus ambitieux possible. Vous savez, il y a toujours ce débat. Est-ce qu'il nous faut un instrument qui soit très ambitieux ou qui réunisse le plus d'États possible? Il faut les deux. Merci beaucoup Alexandre Yachine, c'est passionnant. Dans quelques instants, il sera question de la bataille du corail qui sera animée par Thierry Apparu. Merci. Merci.